Salut tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde entend. On t'entend bien. On t'entend bien. Comment ça se passe, Mathieu? C'est toi qui introduis. Bonjour Oui, à alors tous. bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire, euh, co-organisé avec Improvise et Payplug, donc les 10 conseils et erreurs à éviter pour une stratégie omnicanal et Phygital réussie. Donc on a aujourd'hui avec nous Maxence Disler qui représente Improvise. Le voilà. Salut tout le monde. On a également Louis et Francis Edouard. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Louis Garagno pour Montobus. Bonjour, Salut Francis Louis. Edouard Collet pour Sigouin. Voilà, qui vont Enchanté. tous les deux intervenir et nous donner leur retour d'expérience sur les concepts du Phygital, ce qu'ils ont pu mettre en pratique dans leur magasin. Écoute, Maxence, je te propose de démarrer. On est rejoint Eh ben, petit à ça petit là, marche. par tout le monde. C'est bon, on est go. En tout cas, ravi de vous accueillir tous. J'enclenche la première vitesse. C'est parti. Hop là. Alors, pourquoi passer au commerce physique? On a décidé de commencer par là parce que vous êtes tous majoritairement des entreprises qui exploitaient le canal de vente online, et c'est une question qui revient souvent. Pourquoi ça peut être intéressant, et puis pourquoi les gens iraient en magasin? On se posait déjà la question il y a 20 ans, est-ce que le commerce a encore de l'avenir alors que le e-commerce va exploser? Aujourd'hui, c'est plus évident de savoir que le commerce physique est quelque chose qui restera constant et qui s'imposera, mais pourquoi? Et donc, je te passe la parole, Mathieu, qui va nous proposer, avant de rentrer dans la partie Phygital et pourquoi le commerce physique, c'est bien sûr, on parle tous le même langage. Qu'est-ce que l'omnicanal et quels sont les mots qu'on va utiliser entre nous aujourd'hui pour parler d'omnicanal? Oui, alors en fait, c'est une petite slide d'introduction pour juste rappeler le concept de l'omnicanal. C'est un peu de la définition. L'idée, c'est qu'on a tendance à mélanger déjà trois concepts qui sont le multicanal, où en fait les canaux offline, online sont juste indépendants les uns des autres. Et les retailers, les vendeurs, en fait, les utilisent, mais vraiment en termes euh, de canaux très séparés et très indépendants. Ensuite, vous allez avoir le cross-canal, où en fait ces canaux interagissent entre eux, et ça peut être à différents niveaux. En fait, justement, là, l'idée, c'est de rappeler que le cross-canal, le multicanal, tout ça, c'est comment dire, une manière de fonctionner qui peut être différente entre la partie marketing, la partie logistique, la relation client, le CRM, et la gestion purement et simplement des ressources et de la facturation, par exemple, de l'entreprise. Donc, quand on parle de multicanal et de cross-canal, faire attention et être précis aussi dans ces concepts pour expliquer de quoi on parle. Parfois, c'est simplement du marketing. Parfois, c'est tous les étages de l'entreprise qui sont concernés par la stratégie cross-canal. Et après, le dernier concept, c'est l'omnicanal, c'est celui où finalement on va avoir le plus d'intégration entre les différents canaux. Et donc, par exemple, sur le marketing, en omnicanal, on va avoir une stratégie marketing qui prend en compte tous les canaux de distribution et une expérience client, du coup, qui est conçue dès le départ, dès les premiers contacts, pour être cohérente et pour suivre le client dans toute sa durée de vie. Donc, qu'il soit visiteur sur les sites internet ou qu'il soit visiteur en boutique. On va être capable, par exemple, d'utiliser l'adresse mail pour le reconnaître, pour lui proposer de la fidélité, pour faire des choses personnalisées en termes de marketing et sur les différents canaux. On va essayer de le retrouver. Donc ça implique d'avoir un CRM, d'avoir des outils de marketing, ce qu'on appelle aujourd'hui marketing un peu 360. Ensuite, sur la logistique, les outils qui permettent de faire de l'omnicanal de manière pertinente, c'est par exemple quand on va avoir des outils de warehouse management system ou d'order management system qui vont permettre de faire de l'orchestration. Donc là-dedans, dans la logistique, ça peut être par exemple un concept de ship from store, c'est-à-dire que je vais avoir une commande qui arrive sur le site internet, mais le stock le plus proche et le plus fourni, c'est en boutique, où j'ai aussi un entrepôt adossé, et ben, je vais décider avec mon logiciel d'orchestration de faire partir la commande e-commerce
depuis une boutique physique. Et donc ça me demande de bien unifier mes stocks, de bien pouvoir les gérer pour pouvoir faire de l'orchestration de commandes et pour optimiser la livraison, ce qui est un peu la clé de voûte de l'expérience online et qui peut parfois aussi donner envie de venir en boutique. Quand par exemple sur le site de e-commerce, je vais voir que tel produit, sur la vignette directement, quand je vais voir dans la liste, dans le catalogue, je vais voir que le produit est disponible dans une boutique près de chez moi. Moi, en tant que client, typiquement, si c'est un objet technique, si c'est un vêtement, je vais potentiellement avoir envie d'aller le voir en boutique plutôt que de le prendre sur le site internet. Et parfois même, en tant que e-commerçant, je n'aurais jamais vendu sur le site internet parce que le produit est trop technique. Ça aurait seulement servi de vitrine. Et en fait, en disant, en expliquant qu'il est en boutique, je vais driver du trafic, je vais attirer le client en boutique et peut-être qu'il va non seulement passer à l'acte sur l'achat, et peut-être même être séduit par d'autres produits connexes et complémentaires. Donc la logistique, la gestion des stocks, c'est important aussi dans la stratégie omnicanal. Ensuite, là on n'est toujours pas dans le digital. Et ensuite, il y a la relation client. Donc l'outil CRM doit me permettre de pouvoir savoir quand un client a fait une commande sur Internet, mais aussi savoir si je l'ai vu passer en boutique, s'il est client de la boutique, tout simplement en réussissant à centraliser un petit peu les informations de son parcours, de manière à lui proposer des choses qui l'intéressent. En fait, il peut lui envoyer une newsletter simple, mais lui proposer régulièrement des produits, le notifier sur des arrivages, des produits qui l'intéressent, qui sont dans son univers. Et ensuite, enfin, il y a la partie gestion, et là, c'est peut-être la partie où on intervient le plus, nous, en tant que solution de paiement. C'est en fait la gestion des flux financiers, la gestion du paiement online et offline. Donc, chez Payplug, nous, on s'efforce tous les jours de proposer une transition qui soit souple entre le online pour les solutions vraiment de pure player qui utilisent tous les systèmes de e-commerce qu'on connaît bien, leur proposer finalement une transition vers le offline qui soit simple, avec une solution de paiement qui est la même, que ce soit sur le TPE ou que ce soit sur le module dans le checkout du site de e-commerce. Et ça va plus loin en fait, puisque le but aussi, c'est toujours une stratégie omnicanal, c'est de proposer une uniformisation des informations sur les paiements et par exemple de remonter l'information dans les ERP, de manière à ce que en tant que e-commerçant ou commerçant en boutique dans une entreprise omnicanal, je puisse avoir exactement les mêmes informations dans mon ERP ou dans mon dashboard Payplug, mon dashboard de paiement, parce que c'est une solution omnicanal qui gère tous les canaux de la boîte. Le rapprochement bancaire, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aux équipes comptables, qui peut être parfois un casse-tête sur la partie online. Et donc voilà, faciliter tout ça, faciliter la ventilation automatique des paiements et le côté real-time, entre guillemets, temps réel, c'est un travail qui est nécessaire sur la gestion pour que tout se passe bien et que ce soit quelque chose d'efficace. Et donc maintenant, une fois qu'on a vu ça, on voit sur la slide, il y a la partie offline, la partie online. Il ne faut pas oublier les marketplaces, parce que c'est un canal qui est quand même très important aujourd'hui. Typiquement, Payplug n'accompagne pas forcément tous ses clients sur les marketplaces, parce qu'elles ont elles-mêmes leur propre solution de paiement, elles ont elles-mêmes leur propre solution de dashboard et d'export qu'il faut pouvoir réinjecter dans les outils d'entreprise. Donc c'est une partie un peu à part qui fonctionne toujours sur du mobile, du desktop, qui propose aussi des solutions de livraison spécifiques. Donc je l'ai mis quand même sur la slide, je pense que c'est important. Ça fait partie des canaux qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut savoir intégrer aussi dans sa stratégie. Maintenant, je vais te laisser prendre la suite, Maxence. Ça marche, ça marche. Alors, tac. Donc au niveau de la suite, alors, conseils et erreurs à éviter pour une stratégie omnicanal et phygital réussie. Alors, ça en a peut-être surpris plus d'un, parce que souvent le mot phygital et omnicanal, il est confondu. Il est confusant. Parfois, les gens pensent que ça veut dire la même chose. C'est un mot qui est très à la mode. Certains le trouvent moche, certains l'aiment bien. On en parle à toutes les sauces. Il a été galvaudé, donc il n'est pas clair. Il est pas clair, c'est un mot qui est compliqué à comprendre. La définition qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est pas forcément la même que celle que vous avez retrouvée sur Internet. Même si globalement, celle que vous avez retrouvée sur Internet, ça parle toujours généralement de commerce physique. C'est toujours associé au commerce physique. En tout cas, on est souvent sur un point de vente physique.
On va vous donner une définition un peu plus précise, parce que là, l'idée aujourd'hui, c'est pas de faire de la poésie ou de la littérature, c'est de vous permettre quelque chose qui a du sens, qui est ultra actionnable pour vos business, pour faire de la croissance, etc. Donc, on va utiliser une définition de sens. Cette définition de sens, elle est utile parce qu'en fait, il y a bel et bien deux mondes qui sont régis par des règles complètement différentes. Il y a d'un côté un monde qui, on va dire, le point de vue de l'acheteur, on va dire les règles du jeu du commerce en ligne. C'est l'acheteur qui achète depuis son ordinateur, depuis son smartphone. Dans ce monde-là, celui du e-commerce, si par exemple vous lancez une entreprise, si vous êtes e-commerçant, vous savez tous que si vous ne faites pas, si vous n'êtes pas bon dans le référencement sur les moteurs de recherche, bah, c'est une difficulté. C'est-à-dire pour faire partie des meilleurs, il faut exceller dans le SEO, le référencement sur un moteur de recherche. C'est une règle du jeu qui est connue. L'acquisition de trafic en est une autre. Bah, ces deux règles-là, par exemple, elles n'existent pas dans le monde du commerce digital. Dans le monde du commerce digital, on est sur des outils qui sont mis en place par des commerçants. Donc, ils appartiennent aux commerçants. C'est des outils qu'on va mettre en place dans les mains des vendeurs, dans les magasins, dans des lieux qui accueillent du public, qui vont répondre à des problématiques du point de vue du commerçant, à savoir être capable de vendre et de procurer la meilleure expérience de vente possible à des clients qui passent et qui arrivent dans le magasin. Alors pourquoi cette différence est importante? Parce qu'en fait, vous allez voir au fur et à mesure des conseils et erreurs à éviter, c'est que, d'un monde à l'autre, en fait, absolument tout change. Voilà. Et donc, c'est la définition qu'on va utiliser aujourd'hui. Le Phygital, c'est, tous les outils que vous allez mettre, en place à l'intérieur d'un lieu qui accueille du public pour pouvoir répondre à une problématique de vente. Et donc, évidemment, c'est les clients qui vont pouvoir en bénéficier. Alors, maintenant qu'on parle à peu près le même langage, là, déjà aujourd'hui tous ensemble, on va, essayer de se poser une question, c'est, pourquoi, avant de se demander pourquoi les magasins c'est bien, pourquoi c'est mal? Pourquoi c'est mal et pourquoi on se pose autant de questions? Première chose, les loyers, ils sont élevés. Ils sont même hors sol. Voilà, on arrive dans certains lieux, dans certains sites, dans certains centres commerciaux, à des loyers qui sont, à des volumétries qui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros pour des fois, même pas 100 m². Donc, c'est des fois complètement, c'est décorrélé de la réalité qu'on peut connaître, par exemple, sur de l'immobilier, normal, particulier. Les durées d'engagement sont longues, hein. On parle de baux, 3-6-9, donc ça veut dire que c'est une durée d'engagement de presque 10 ans. Il y a des baux précaires, mais qui sont quand même assez rares et difficiles à obtenir. Globalement, on est sur des durées qui sont engageantes. Les stocks, c'est le mal. Pourquoi? Parce que c'est les 100 points de vente, il faut gérer 100 fois du stock. Donc tout de suite, la volumétrie de trésorerie, c'est de l'endettement, c'est de la dette long terme, de la dette qui va venir augmenter votre niveau d'endettement et donc qui vous réduit vos capacités d'endettement pour faire des projets, des investissements, etc. Il faut donc du cash qu'il faut pouvoir lever. Et donc, au final, faire du magasin aujourd'hui, c'est beaucoup plus risqué que tout simplement faire du commerce en ligne. Ce qui en crée sa difficulté. Mais pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien? Bah, plutôt que de vous expliquer pourquoi, on va commencer par essayer, de regarder juste les faits. En fait, il y a déjà des pure players qui ont passé le cap il y a un certain nombre d'années, notamment, Bolia, c'était il y a plus de 13 ans, un acteur, scandinave, si ma mémoire est bonne, hein, qui est dans le domaine du mobilier de design, style scandinave. Bah, ils ont déjà passé le cap des 77 magasins. Là, je vais vous montrer quelques slides, c'est ce que j'appelle le club des 50. C'est-à-dire tous ces e-commerçants qui ont déjà passé le cap des 50 points de vente. Je vais aller vite, hein. Mister Menuiserie, 150 magasins. LDLC, 92. Projet X Paris, qui ont passé le cap des 50 il n'y a pas très longtemps. Jimmy Fairly, 96 boutiques. Fitness Boutique, 112 boutiques. Et très récemment, c'est le tout dernier qui vient de rentrer dans le club des 50, le Petit Ballon, qui avait fait un test chez Picard Surgelé avec des bornes interactives et qui avait fait une thèse sur une dizaine ou quelques dizaines de magasins et qui vient d'annoncer le déploiement sur les 200 magasins Picard. Donc voilà, ça y est, on a 200 points de vente du côté du Petit Ballon qui vont être d'ici la fin de l'année déployés. Voilà, et donc ça pose question quand même. Pourquoi il y a autant de pure players qui passent au commerce physique? Peut-être qu'au final, c'est assez intéressant. Alors, ce qu'on pourrait résumer en 3 points, ça reste malgré tout le plus puissant des canaux de vente, hein. Et il y a quand même certains magasins à eux tout seuls qui arrivent à faire jusqu'à 160 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un seul site. Alors, c'est des chiffres que moi je connais, bien sûr, il y en a d'autres. Moi, je parle toujours, j'aime bien parler que des choses que je connais, des entrepreneurs que j'ai rencontrés, et cetera. Donc là, on parle quand même, d'une grosse boutique, hein, 160 millions sur un seul site.
Le retail, c'est scalable linéairement. À l'inverse du commerce en ligne, j'ouvre 100 points de vente, on va plus ou moins multiplier par 100 le chiffre d'affaires. Alors évidemment, c'est pas totalement vrai puisque d'un site à l'autre, ça peut changer, etc. Mais globalement, si vous ouvrez 100 sites web en ligne, bah, ils vont tous se phagocyter les uns les autres et on peut pas, c'est pas linéaire du tout. Alors que les points de vente, c'est une scalabilité qui est globalement linéaire. On a aussi un terrain concurrentiel qui est fini. C'est-à-dire que, à contrario d'internet où là, n'importe qui peut ouvrir, des dizaines de sites web d'un jour à l'autre, bah, dans le commerce physique, celui qui prend une cellule qui est disponible, c'est lui qui en est, pas le propriétaire, mais il en est le locataire officiel et c'est-à-dire personne d'autre peut la prendre. Donc il y a une sorte de, de barrière à l'entrée assez forte, hein, au final quand on conjugue tout ça, qui est assez intéressante à exploiter. Alors maintenant qu'on a vu ça, bah, pourquoi en fait simplement ouvrir des magasins digitalisés, c'est mieux. Le commerce physique souffre de défauts qui font qu'en fait les e-commerçants ne s'y intéressent pas. C'est que malgré tout, c'est tout ce qu'on a vu au début, hein. Heu, on est enfermé dans 4 murs, on est limité dans des stocks et quand on est pure player et quand on a 300 000 produits à vendre, c'est le cas de Motoboost qui est parmi nous aujourd'hui, hein, bah, comment on fait pour ouvrir un point de vente? Est-ce que je vais ouvrir un point de vente de 60 000 m²? Est-ce que ça a du sens? Non, évidemment. Donc c'est là qu'intervient le Figital, pour lever toutes ces contraintes. Il n'y a pas que la contrainte des mètres carrés qui est problématique, on en a d'autres qu'on va voir après. Mais plutôt que encore une fois, de faire quelque chose de trop théorique, on va tout de suite rentrer dans du concret. C'était le but aujourd'hui, hein, de vous donner vraiment des conseils applicables et tout de suite pour voir si ça peut être intéressant pour vous d'étudier le fait de passer à l'action, voire peut-être même que vous avez des projets. Et alors pour ça, je vous propose un reportage sur un cas que j'ai découvert moi-même. Alors, faut savoir que moi, je m'intéresse énormément, je suis passionné de digital depuis plus de 15 ans, à la fois parce que je suis tombé dedans dans cette marmite, que j'ai fondé une boîte qui s'appelle Improvise qui fait ça. Mais je suis passé par hasard chez Motoboost et j'ai découvert avec étonnement, effectivement, ce qu'ils avaient fait. Et j'ai été vraiment impressionné. Donc on va vous partager un petit peu cette découverte au travers d'un petit reportage qu'on a été faire sur place. Alors Motoblues, c'est un e-commerçant il est donc né, hein, sur le e-commerce. Il est venu au monde du magasin bien plus tard, hein, puisque c'était, ma mémoire est bonne, peut-être Louis, tu vas pouvoir m'aider sur mémoire, c'était 2018, 2017? Ah, ton micro est coupé. Hop, 2018. 2018. Ouais, donc ça reste assez récent. Et la naissance de la boîte, Louis, c'était quoi, 2007, 2008? 2004. 2004, voilà. Donc il y a vraiment entre 2004 voilà, et 2018, et on est resté longtemps quand même e-commerçant en ligne. Et puis d'un coup, voilà, il y a une opportunité qui se présente d'aller dans le commerce physique, on y va. Euh, il y a même un deuxième magasin aujourd'hui, hein, c'est une entreprise qui a 2 magasins. Alors pour vous donner quelques chiffres, c'est une entreprise qui fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne. Les 2 magasins représentent à peu près 8 millions, 8 millions 5, hein. Là encore une fois, tu n'hésites pas à me corriger. C'est presque 10 voilà. Il y a presque 10 du chiffre, qui d'un coup sont générés par 2 magasins. Et il y en a un qui est vraiment particulièrement intéressant qu'on va étudier dans ce reportage. C'est un magasin de 200 m² qui fait 1,5 million, dont 80 du chiffre d'affaires est généré sur des bornes interactives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce magasin, tous les produits qui sont vendus sur des bornes interactives n'ont pas coûté de loyer. Ils n'ont pas été manipulés pour être mis en rayon. Il n'y a pas eu de manutention des stocks pour la mise en rayon. Donc c'est des heures colossales d'économiser. Ils n'ont pas coûté de trésorerie pour être mis en magasin, parce que s'il y avait 100 magasins, bah, les produits qui sont en magasin, ils coûtent de la trésorerie et de l'endettement. Et donc c'est quand même c'est suffisamment intéressant pour se poser 2 minutes sur la question. Alors, je vous emmène tout de suite dans le magasin. Voilà, on est sur le site de Carvin. Alors, pour information, on n'est pas du tout sur un lieu de vente typique. On n'est pas dans une zone commerciale, on n'est pas dans un centre-ville, on est dans une zone logistique. Voilà, donc on est en plein milieu des logisticiens, etc. Donc on est vraiment à des années-lumière d'un site où, vous savez, quand on choisit un site, un emplacement dans l'e-commerce, enfin dans le commerce, pardon, on dit il y a 3 règles à respecter, hein, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Là, on sort de cette règle, c'est complètement fou. C'est vraiment ça qui m'a, moi, le plus surpris, presque enfin, il y a énormément de choses qui m'ont surpris, mais ça, c'est un des points notables du succès de ce point de vente.
Il y a donc 300 000 produits à vendre sur 80 000 rêves. C'est-à-dire qu'il y a tellement de déclinaisons. On est dans le monde de la moto, hein, donc il y a du textile, il y a des casques, etc. Donc quand même, c'est un monde de passionnés, c'est extrêmement dense, hein, comme gamme. Et, en fait, une entreprise qui veut être positionnée comme le meilleur acteur sur le monde de la moto, si j'ouvre un point de vente de 2000 m², je peux mettre quoi? Peut-être 3000 refs, 5000 refs, 10 000 refs, c'est tout. Alors qu'en fait, est-ce que je peux être vraiment identifié comme un leader auprès de mes clients si je n'ai que 10 000 refs, alors qu'en fait, il y en a plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions sur le marché. Donc ça a du sens quand même de se dire, si je suis le leader de mon marché, je veux avoir le meilleur référencement possible, la meilleure offre possible, avec la meilleure qualité d'offre. Donc ça a du sens. Mais la question, c'est comment faire? Quel bon format de point de vente trouver avec le bon équilibre économique. Je vous présente l'intérieur du magasin. Donc là, on voit, je suis à la porte d'entrée, donc c'est une photo prise en plan large. Donc on voit quand même qu'on se sent dans un magasin. On n'est pas dans du showrooming, hein. Vous voyez, il y a des produits, il y a des racks en dessous, il y a des portants. C'est-à-dire quand on rentre ici, on n'est pas dans un showroom, quoi. On se sent bien qu'on est dans un magasin. C'est pas choquant du tout. On voit des bornes interactives, on en voit une au premier plan. On n'en voit pas là tout de suite, mais il y en a ici. Regardez, ici il y en a une là, il y en a une troisième, il y en a une troisième ici, il y en a une quatrième là. On va les voir sur les photos d'après. Et en fait, je vous montre tout de suite des photos parce que à peine quelques minutes après mon arrivée en magasin, j'ai tout de suite vu des gens sur des bornes. C'est assez surprenant parce que je suis le premier à dire que naturellement les gens ne vont pas forcément naturellement sur des bornes. Il y a des drivers pour les y amener. Et là ici, on est dans un magasin où clairement il y a un monde astronomique sur les bornes pendant toute la durée de l'interview. J'en ai montré que quelques images. C'est juste pour vous donner un petit peu l'idée. Souvent, dans les idées reçues qu'on a, on pense que les gens ne viennent pas en magasin pour aller sur des bornes. Et d'ailleurs, ils ont envie de repartir avec les produits. Tout ça, ce sont des idées reçues et qui sont très dures à démonter. Vous les avez peut-être, même vous auparavant. Peut-être même que vous avez déjà essayé de faire un projet avec du digital en magasin et que c'était une catastrophe et que vous vous êtes dit au fond de vous, de toute façon, le digital en magasin, ça ne marche pas. Sachez qu'il y a bel et bien une recette, mais elle est vraiment subtile, hein. C'est encore une fois d'où l'intérêt de ce webinaire, vous partagez des choses vraiment très actionnables. Alors, on a vu un petit peu le magasin, allons voir un petit peu ce qui se passe sur la partie Figital. Et dès qu'on a vu cette partie-là, qui va durer 2 minutes, 2 minutes 30, c'est Louis, du coup, on va pouvoir discuter avec lui. Vous allez même pouvoir lui poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à commencer à y réfléchir. Dès que la vidéo sera terminée, on va pouvoir commencer à échanger avec lui. Voilà. Alors, j'ai un petit peu de son, je vais juste le laisser sur le début. Et puis, en fait, je vais tout simplement le commenter. Mais là, donc là, on est en train de faire une démonstration de l'achat d'un casque, hein. J'ai demandé tout simplement à Alex, donc Alexandre Coquet, c'est le patron du magasin. Donc d'ailleurs, bravo à toi si tu nous entends, hein. C'est quand même des chiffres extraordinaires, parce qu'on verra après que le Figital, c'est pas juste une question d'outils, hein. Je pense que même si vous le savez déjà, ça va être important de le rappeler. Donc je lui ai demandé de me faire la démonstration de l'achat d'un casque. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que c'est pas un site web. On n'est pas du tout sur un site web. Ça aussi, c'est une idée reçue, on va en parler après. Un site web sur une borne en magasin ou sur une tablette, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, hein. Alors moi, j'appelle ça du Figital quand même, hein, c'en est, mais c'est pas le bon outil. C'est pas avec ça que vous allez réussir à faire les meilleurs chiffres, et notamment, c'est pas avec ça que vous allez réussir à faire des scores comme ce que fait Motoblues 1 million. D'ailleurs, ils vont pouvoir vous en parler juste après, puisqu'ils ont commencé par là, en fait, hein, Motoblues. C'est d'ailleurs la première question que je te poserai, Louis. Ces fameuses 3-4 années où tu es resté avec le site e-commerce et ce avant-après. Donc là, on voit un petit peu le facetting, hein, qui est un outil qui va être très plébiscité par les vendeurs, mais par les clients aussi, hein. Comment on navigue dans 300 000 rêves? On a des filtres. Et quand on a 3000 casques en catalogue, regardez sur les étagères derrière, on doit avoir peut-être une trentaine de casques. On a quand même 10 fois plus sur les bornes interactives. Il faut pouvoir naviguer facilement dedans pendant qu'on fait la découverte du client. Donc, pendant que le vendeur pose des questions, il faut pouvoir aller rapidement sur le contenu et il faut, par phénomène d'entonnoir, arriver sur le bon casque qui va fitter. En l'occurrence, ici, ce HJC me convenait parfaitement pour l'exemple. Et donc, on va aller voir comment ça se passe derrière en arrière-boutique, parce qu'il y a un petit tricks ici dans ce magasin qui est pas anodin, mais il se trouve que c'est un magasin qui est adossé à un entrepôt. Et donc, si vous allez voir, ce qui se passe, c'est que la livraison, elle est quasiment instantanée, en fait.
Alors, on va aller pas tarder à aller justement découvrir la partie entrepôt. Je vais juste accélérer un tout petit peu, regardez comment ça se passe. Tac, voilà. Donc là, on arrive sur la validation du panier. On propose de mettre un petit prénom comme au Starbucks, Max, et là, gaz, ça veut dire allez-y, envoyez-moi ma commande. Et là, il y a les stock runners qui reçoivent la commande sur leur Zebra. Donc, le Zebra, c'est un petit smartphone spécial dédié pour les opérations back-office magasin avec un écran durci et dédié vraiment au monde du retail et des mondes un peu contraints. Et donc là, en fait, on est parti en arrière-boutique voir un peu comment ça se passe, hein. Donc, on a un immense entrepôt de 60 000 mètres carrés avec des stock runners qui vont chercher directement les produits. Là, on voit un petit peu la chaîne d'approvisionnement et de packaging. Et voilà la charmante stock runneuse qui m'apporte mon colis. Voilà pour l'expérience. Voilà pour maintenant, voyez un petit peu comment ça se passe en magasin. Alors, Louis, vous avez commencé donc le commerce physique en 2018, mais ce magasin, vous l'avez mis en place qu'en juin. De 2018 jusqu'en juin, vous avez connu en fait votre site e-commerce, ou à peu près votre site e-commerce en magasin. Euh, Vous avez donc basculé vers un outil totalement différent. Pourquoi vous avez décidé en fait de refaire complètement une nouvelle application en fait? Pourquoi? Parce qu'on s'est concentré en fait sur les besoins de nos clients. L'histoire a fait que par opportunité, quand on a intégré ce nouvel entrepôt et ces nouveaux bureaux, on a eu la place pour ouvrir un accès finalement au stock pour nos clients. Donc par opportunité, on a ouvert ce magasin en 2018, mais aussi par contrainte de coûts financiers, mais aussi coûts projet. Aussi dans nos priorisations de projet, hein, notre équipe technique, on la préfère concentrer sur notre cœur de métier qui est le e-commerce. Et du coup, en 2018, on a fait le choix d'adapter finalement le site internet avec quelques fonctionnalités en moins. Mais voilà, une adaptation du site internet en 2018 qui a vécu pendant 4 ans où le client pouvait uniquement faire ce qu'on appelle des demandes d'essayage. C'est-à-dire que c'est 2 points importants dans le parcours client. On est sur du produit qui s'essaye finalement, que ce soit un casque ou un blouson. On a envie d'être confortable quand on fait de la moto et en sécurité. Et des produits assez techniques avec un panier moyen relativement haut. Donc clairement, du doute à l'achat quand c'est que du e-commerce, même si c'est notre cœur de métier et c'est le pari depuis 2004. Encore des clients réticents à acheter un casque, à acheter un blouson directement online. Donc voilà, ça a vécu pendant 4 ans. Entre deux, on a, ce que tu précisais tout à l'heure, voulu, en 2018, avec Thomas Tumral, le fondateur, accélérer sur le physique. On a eu l'opportunité de racheter un de nos concurrents, donc dans une zone pas très loin. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est à 12 minutes du siège et donc de ce premier magasin qu'on a un autre magasin. C'est nos 2 magasins uniques. Là, c'est un gros magasin. C'est dans une zone moto. C'est la plus grosse zone moto d'Europe avec les concessions de moto et les équipementiers comme nous. Et là, on a racheté un magasin de 2000 mètres carrés, donc quelque chose d'imposant, surtout pour notre marché. Et du coup, en 2018, on a appris finalement. Enfin, moi, j'ai appris parce que j'ai pas d'expérience retail dans d'autres entreprises. Donc, on a appris sur le retail classique. Et là, ce gros magasin, a en plus une vocation finalement événementielle parce qu'on est sur un marché communautaire où les motards aiment se retrouver. Aller dans un magasin de moto, c'est un objectif de balade moto. Donc, on a un bar dans le magasin, on vend des motos d'occasion, des motos électriques aussi. Enfin, c'est vraiment un gros pôle événementiel, ce qui est vraiment intéressant pour un e-commerçant d'avoir comme ancrage. Et on a développé ce magasin et on est revenu finalement sur les contraintes de nos clients parce que à l'ouverture de ce gros magasin en 2018, on a aussi installé des bornes en magasin sur ce même modèle avec le site internet adapté. Ces bornes n'ont pas du tout fonctionné à Seclin. Très peu d'utilisateurs, on n'avait pas une bonne ergonomie et finalement peu de fonctionnalités pour le client puisqu'il était au milieu d'un rayon avec, on le répète, hein, sur notre site internet, c'est 3000 références de casque pour citer que le casque, donc 3000 en choix. À Seclin, sur un magasin de 2000 mètres carrés, on n'en présente que 300.
Et en complémentarité de ça, on voulait mettre des bornes pour présenter l'extension d'offres. Mais finalement, c'est pas ce que je venais chercher nos clients à Seclin. Donc voilà, avec les années qui ont passé, on a eu le temps de bien se reposer sur les différents parcours qui ont été cités tout à l'heure. Hein. Le client qui achète, valide son panier, paye et demande un click and collect livré en magasin, livré chez lui, ou alors une visite en magasin après une consultation du site internet ou après un appel. Il y a aussi beaucoup de parcours comme ça où les clients nous contactent par mail, souvent par téléphone. Je voudrais me déplacer, que ce soit dans votre entrepôt, dans votre magasin. Est-ce que vous pouvez me mettre cette référence-là de côté, etc. Vraiment dans ce parcours avec les besoins clients, sur cette nécessité d'essayer les produits avant de les acheter pour une grande partie de notre chiffre d'affaires, ou besoin de réassurance de la part de l'équipe, que ce soit de notre service client ou des vendeurs en magasin sur des conseils techniques sur le produit, des conseils de fitting. Enfin, c'est quand même des choses assez complexes pour les non-initiés. Et même pour les initiés, c'est toujours intéressant de passer du temps et de se renseigner sur les produits. Donc, sur ces deux axes-là, on a rebâti tout le parcours client avec au-delà du réaménagement physique qu'on a fait à Carvin pour laisser plus de place, notamment une zone d'essayage théâtralisée, comme le montrait Maxence avec l'arrivée des produits, qui est un petit peu magique. Hein. Ça fait toujours caverne d'Alibaba, un petit peu pour nos clients de voir le stock qui est derrière. Donc, le réaménagement physique théâtralisé sur 200 mètres carrés, la mise en place aussi de la e-réservation directement sur notre site internet. Donc, les produits sont réservés sans identification client, sans check-out, sans paiement pour une durée de 7 jours. Donc, ça, c'est un service qui est pour l'instant proposé que dans le magasin de Carvin en test et qui vient matcher finalement avec les pain points de nos clients, enfin les irritants de nos clients, dans le sens avant de mettre ma carte bleue, je vais être sûr que c'est sur la bonne taille ou être sûr que c'est sur le bon produit. Et la troisième chose, la refonte des bornes. Maxence le disait, on est reparti de zéro parce qu'on avait tous les écueils d'un site internet adapté. Déjà, on avait changé de plateforme technique entre deux sur notre site web, donc la plateforme qui alimentait nos bornes devenait obsolète. On avait des sorties parce que évidemment sur notre site internet, on met beaucoup de liens sur du contenu, des vidéos YouTube, hein, c'est l'exemple le plus fréquent. Et nos clients arrivaient à trouver des liens cachés finalement sur nos bornes pour sortir de l'interface. Donc il y a des enjeux de sécurité, d'aide technique. Et le troisième enjeu, c'est surtout, et c'est celui sur lequel on s'est concentré, de parcours client. Quelle information j'ai envie d'avoir sur ma borne. Donc tu en as parlé avec l'entonnoir avec les facettes, qui est un outil du vendeur. Le vendeur enfin l'équipe de vente est primordial dans notre parcours client. Ils ont un vrai enjeu de conseil et d'accompagnement. Mais évidemment, la borne est un outil pour finaliser cet entonnoir de vente, cette découverte des besoins et proposer finalement parmi les 80 000 rêves qu'on a, quelques rêves finalement qui, du coup, pour le client, ils sont un petit peu moins perdus pour choisir entre quelques rêves qui correspondent à tous ces besoins. Voilà. Génial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout à l'heure, Louis, tu as dit on n'a que 300 casques en magasin. Vous imaginez ce que ça fait 300 casques? Moi, je connais des magasins qui rêveraient d'avoir 300 casques en magasin. C'est énorme. Mais effectivement, là, on est typiquement du point de vue d'un e-commerçant qui est sur un positionnement de spécialiste et donc de leader. Et évidemment, il n'y a pas que 300 casques sur le marché. Il y en a plusieurs milliers. Là, en l'occurrence, 3000. Donc, en fait, ça devient une énorme frustration de ne pas pouvoir commercialiser et offrir 3000 casques. C'est pour ça, du coup, je rapide dessus. Quand j'entends on n'a que 300 casques en magasin, moi, je dis bravo parce que vous avez vraiment le bon mindset. C'est comment je peux offrir la meilleure expérience client en magasin et ça passe par comment je suis capable d'offrir la totalité de mon référencement et la totalité de mon offre et de ma spécialité en magasin. Et ça, c'est une vraie difficulté. Hein. Il y en a plusieurs qui se sont essayés à ça. Amazon, par exemple, a fermé ses 62 bookstores. Hein. Tout le monde n'y arrive pas. Hein. Donc, bravo encore une fois, Louis. Vous êtes très inspirant. Il y a plein de petites questions qui sont venues dans le chat. Alors Mathieu, je te pose la question, mais est-ce qu'il vaut mieux les traiter à la fin
Là, je vois que tu fais un petit peu oui Ouais, de la alors tête. ouais, j'ai répondu déjà, qu'on ferait une petite, qu'on prendrait un petit peu de temps à la fin pour répondre aux questions. Sinon, il y a Ouais, déjà des questions qui arrivent. une question sur l'accueil du public. Oui, oui, notre siège et notre magasin répond à toutes les obligations pour recevoir du public sans problème, même si on n'est pas en zone commerciale. OK, Eh ben top. voilà, super. Alors, du coup, hop là, j'ai toujours la petite blague quand je mets des vidéos. Hop, et je repasse ici. Alors, sachez qu'il y a un reportage qui fait à peu près 25 minutes complet sur toute la visite du magasin où on va vraiment beaucoup plus en détail. Donc, si ça vous intéresse, mettez +1 dans le chat et on vous envoie le lien de la vidéo complète. Elle n'est pas publique, hein. Elle est justement elle est gardée privée. Donc, si ça vous intéresse, vous mettez +1 dans le chat et on vous envoie tout le reportage de 25 minutes où vous pourrez d'ailleurs découvrir Alexandre qui donne quelques petites astuces et quelques secrets pendant ce reportage sur la réussite de ce projet. Pendant que vous mettez +1 là, on adorerait que vous puissiez nous offrir un petit rôti. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un petit rôti. C'est un petit QR code à scanner. Et si vous appréciez ce contenu, en tout cas, si à la fin vous trouvez le contenu qui est sympa avant de partir, on serait vraiment super content si vous pouvez nous lâcher un petit, voilà, un petit rôti, hein. Donc c'est un petit mot. Voilà, effectivement, j'ai appris 2-3 trucs, c'était intéressant. Voilà. Donc je remettrai le QR code à la fin. Mais voilà, c'était la petite pause rôti juste avant de passer à manger tout à l'heure. Alors passons sur les conseils très actionnables maintenant. Donc 10 conseils erreurs à éviter pour réussir justement un passage du online au physique et notamment surtout au digital. Vous l'avez compris, là l'enjeu pour vous, ça va être de passer au digital puisque vous êtes des digital natives. Ne cherchez pas à faire du physique comme les retailers le font depuis les années 50. Ça serait vous tromper de combat. Je prends par exemple je ne citerai aucune marque là c'est pas du tout l'objectif, hein. Mon objectif, c'est vraiment d'être tout le temps constructif. Mais il y a beaucoup de pure players qui ont testé aller dans le physique, et vu que ce n'est pas leur métier de faire du retail, ils se sont référés à des spécialistes du retail en disant bah voilà. Sauf qu'en fait, le phygital, c'est pas juste une techno en fait, c'est un paradigme complet, c'est un modèle complet de magasin physique qui vient rupter complètement la manière de faire du retail, mais intégralement quoi. Et donc là, par exemple, si vous essayez de mélanger la recette du retail traditionnel et d'y ajouter à la fin, avec un peu de poudre de perlimpinpin, des bornes interactives avec votre site web, ça peut donner des choses que vous avez peut-être déjà croisées en magasin, mais qui sont pas forcément des choses qui fonctionnent. En l'occurrence, souvent tout le temps déceptif. Là, par exemple, ici, on a une table avec des tablettes, le site web et des sièges. Voilà, sachez que je ne l'ai jamais encore vu fonctionner. Ouais, les gens ne viennent pas en magasin pour s'asseoir et aller sur un site web, sinon ils restent de chez eux pour le faire. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas adapté, c'est petit, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de clavier, voilà. Donc c'est pas adapté. Et c'est un peu l'un des pièges les plus évidents quand on passe du online et que ça force l'online au physique, c'est de se dire j'ai un super site, j'ai investi des centaines de milliers d'euros dessus, des dizaines, voire des millions d'euros dessus, ça fait tout, ça gère tous mes cas business, c'est normal que je vais l'utiliser en magasin. Mais regardez, ici on est sur une enseigne de jouets qui a mis son site e-commerce dans un magasin et on retrouve à droite plutôt ce qu'on pourrait appeler un pattern qui est une bonne idée dans le e-commerce. C'est-à-dire que si je suis dans le monde du commerce en ligne, avoir un chat qui s'adresse aux gens qui ont besoin de parler, en l'occurrence qu'on s'est bien fait avec un vrai humain, c'est plutôt une bonne pratique. C'est plutôt des choses qui vont améliorer l'expérience client en ligne. Mais là, cette fois-ci, on est en boutique. En fait, ça n'a plus aucun sens. Le chat en boutique, c'est un non-sens absolu. Alors, je ne vais pas détailler pourquoi, etc. Mais il y a plein de raisons qui font qu'il ne faut surtout pas faire ça, évidemment, quoi. Alors, je passerai sur les autres aspects très rapidement, hein. C'est d'ailleurs Mathieu qui me l'avait rappelé, mais cette borne, elle n'est pas traitée anti-reflet, elle est inclinée directement sur les ampoules du plafond, elle n'est pas traitée Oui. anti-trace de doigts. Voilà, donc Ça fait une photo qui est pas top, mais c'est aussi l'expérience qu'on a en boutique en fait, avec voilà, les grosses traces de doigts et un écran qui reflète les lumières de derrière, donc c'est pas top. voilà, donc faut parfois se méfier, hein, à vouloir aller vite et parfois un peu contre-productif parce que derrière, en fait, faut pas oublier qu'il y a une enseigne ici de
je crois, on était presque à une centaine de points de vente, hein, qui a investi dans une centaine de machines comme ça à déploiement. Enfin, là, c'est un devis à 6 chiffres, hein, qu'ils ont signé pour installer tout ça, quoi. Donc, bon, c'est douloureux à la fin quand on se dit bon, ça n'a pas marché, parce que là, pour le coup, ça ne peut pas faire de chiffre d'affaires, ça, c'est zéro absolu. Donc, c'est une perte totale, sèche. Donc, ne faites surtout pas ça, puisqu'à la fin, le risque, c'est la conclusion, c'est non, mais de toute façon, le digital en point de vente, ça ne marche pas. Ouais, ça, c'est un énorme risque, parce qu'en fait, ça marche vraiment, hein. La preuve avec Motoblues, et il y en a plein d'autres, hein, des exemples comme ça, je peux vous en citer vraiment plusieurs dizaines. Donc, attention, le site e-commerce en magasin, et pour achever, pour enfoncer le clou une dernière fois, est-ce que vous pouvez mettre +1 dans les commentaires, ceux qui ne mettraient pas leur mot de passe de leur compte PayPal sur une borne en magasin. Mettez +1. Ouais, et à l'inverse, mettez +2 ceux qui diraient ouais, ouais, moi, il n'y a pas de problème, je vais mettre mon mot de passe de mon compte PayPal en magasin. Vous allez voir, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de +2. Ou alors peut-être que vous avez peut-être une petite voix dans votre tête qui vous dit peut-être que je vais pas faire ça, c'est peut-être un peu risqué. Qu'est-ce qui se passe ici? On est chez un e-commerçant de chaussures qui a ouvert un magasin, qui a mis son site e-commerce, puis là, au moment de payer, on propose PayPal. Bah, c'est une bonne pratique PayPal en ligne, on est d'accord. C'est plutôt conseillé, les gens ont confiance en PayPal, etc. Mais là, on est en magasin. C'est plus la même histoire, on est en magasin, et au niveau de l'expérience client, voilà, je vous avais tous répondu +1, et ceux qui hésitaient à répondre +2, ne le faites pas, hein, surtout pas, puisque cette machine-là, vous n'en avez aucune maîtrise. Vous ne savez pas qui l'a installée, comment elle a été sécurisée, est-ce qu'elle a été proprement voilà, managée, sécurisée, etc. Vous n'en avez aucun contrôle, aucune maîtrise. Donc surtout, ne le faites pas. Alors bon, il y a une petite parenthèse quand même légale qui en termes de conseils, m'incite à vous dire, au-delà de l'expérience client, il y a un sujet juridique, hein, derrière tout ça. Alors, je suis pas juriste, mais j'ai déjà fait plusieurs projets. À chaque fois, tous les juristes m'ont dit: «C'est illégal». Voilà, c'est illégal, et d'ailleurs la VAD, le cadre de la VAD ne s'applique absolument pas en magasin. Vous êtes dans le cadre d'un magasin, vous êtes sur des bornes qui appartiennent aux commerçants, vous n'êtes pas du tout dans la VAD. Alors vérifiez ça avec vos juristes. En tout cas, moi, c'est déjà quelque chose qui m'a été validé plus de 3 fois, depuis 15 ans, que je fais ce métier. Donc méfiance, méfiance, méfiance avec ce genre de sujet. L'idée reçue première, c'est bah, voilà, je vais mettre mon site e-commerce en magasin, et ça va bien se passer. Voilà, c'était un peu le premier conseil, hein, c'était plutôt une erreur à éviter. Alors, on va rentrer sur le deuxième conseil qui va être là, cette fois-ci, basé sur l'humain. Malgré toute la meilleure technologie que vous pouvez mettre en magasin, si au niveau de l'humain, ça colle pas, bah, il se passera exactement la même chose que si vous avez un site e-commerce avec une équipe qui ne sait pas faire du e-commerce, qui ne sait pas faire du SEO, qui ne sait pas faire des fiches produits, qui ne sait pas faire de l'acquisition, etc. Ça ira pas bien loin. Voilà. Le digital, c'est pareil. Sauf que les compétences sont complètement différentes de celles du e-commerce. Le SEO n'existe pas, l'acquisition de trafic n'existe pas, les statistiques, bah, vous pouvez oublier les Google Analytics, etc., puisque c'est d'autres types d'analyses qu'on fait, c'est d'autres manières de faire. Et donc, c'est d'autres compétences. Et dans les compétences qu'il faut, bah, et notamment les vendeurs, en fait, bien sûr, ils doivent savoir vendre, mais ils doivent savoir vendre en digital. Et ça, c'est des compétences qui sont subtilement, c'est différent de la vente. C'est-à-dire que c'est un truc en plus. Et si vous ne les formez pas à la vente digitale, bah, attention, malheureusement, c'est c'est des facteurs d'échec que je vois le plus souvent. Voilà, une entreprise qui va foutre du matériel en magasin, une solution digitale, et puis derrière, ça donne rien, parce que il faut bien sûr former les vendeurs. Je vais vous montrer ici quelque chose que j'ai filmé en caméra cachée chez un e-commerçant qui a ouvert des boutiques. Et je vais vous la commenter un petit peu. Alors, bon, j'ai du son, mais je vais pas le laisser. Donc, on est sur une dame, hein, en premier plan, qui veut acheter un canapé convertible. Le vendeur qui est au second plan, donc tout de suite utilise la borne interactive, puisque en l'occurrence, c'est un petit magasin. On doit être sur, si ma mémoire est bonne, 600 m², en plein cœur de Paris d'ailleurs, donc loyer extrêmement cher. Et là, pour un e-commerçant, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir. En plus, c'est des canapés, ça prend de la place, du loyer, c'est lourd, il faut être 2 pour les bouger, et en plus de ça, il faut des transpalettes. Quand je veux mettre un canapé, bah, il faut que je bouge tous les autres. C'est un vrai bazar, quoi. En termes d'heures de manutention magasin, c'est colossal. Donc là, s'il arrive à faire sa vente, c'est quand même, en termes de marge nette, si vous faites le calcul, c'est pas une petite impact, hein, c'est une énorme impact que cette vente a par rapport à si c'était un canapé qui était immobilisé dans la boutique, etc. Donc en l'occurrence ici, ce qu'on peut observer, c'est la partie posture.
analyse comportementale et cérémoniale de vente. Voilà, c'est hyper important, mais ce qu'on voit, c'est il y a un vendeur qui n'est pas du tout gêné par le fait d'utiliser un outil. Il y a pas de gêne. Il est pas en train, souvent un vendeur qui est pas formé et qui peut s'imaginer, les gens, ils viennent quand même en magasin pour, toucher les produits, pour repartir avec et cetera. S'il pense ça, il va certainement pas utiliser les outils Figito. Un vendeur qui est pas convaincu, c'est un vendeur qui ne vend pas. Alors ça vous paraît peut-être un peu basique, mais c'est vrai pour le Figital, c'est vrai pour tout. Et donc, ils doivent être intimement convaincus que le Figital, non seulement c'est bien pour lui, c'est bien pour sa vente, mais c'est aussi bien pour les clients. D'ailleurs, la preuve, cette cliente, quand on analyse un petit peu la vidéo, elle est absolument pas gênée. C'est pas un sujet, en fait. Elle est pas là en train de croiser les bras, de bouger les pieds, et cetera, où on pourrait faire de l'analyse comportementale, où là, on verrait tous des signes d'impatience, de frustration. Elle est même pas assise, mais c'est pas un sujet, en fait, en l'occurrence ici. Donc vous voyez là, si je poursuis la vidéo, ce que je ne vais pas faire, il fait sa vente, hein. Il vend quand même un canapé convertible à presque 1 000 € en direct, caméra cachée. Donc, ça, je le montre souvent, quand je forme des vendeurs, tout simplement parce qu'il y en a qui vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, hein. Si intimement, au fond d'eux, ils sont convaincus que les gens, ils ont besoin de toucher les produits et de partir avec, vous leur vendrez jamais rien. Voilà. 2e chose, au-delà de la formation, ça suffit pas. On est toujours dans les aspects humains, c'est l'animation. Le management. Vous pouvez très bien avoir des gens très formés, mais si vous les managez pas, ça peut faire vraiment des choses catastrophiques. Pour les vendeurs en magasin, c'est pareil. Il faut animer les ventes digitales. Si on est capable de faire 80% de chiffre d'affaires sur les bornes en magasin, c'est aussi derrière parce qu'il y a un patron qui fixe des objectifs, qui anime ses vendeurs, qui fixe des challenges, etc. Là, regardez ici, c'est pris dans une arrière-boutique d'un magasin qui fait du digital. Et là, on voit mention spéciale, Seb 161 bornes. Alors, je traduis, ça veut dire vente digitale, hein. Ils appellent ça des bornes chez eux, par abus de langage. Et puis en dessous, on voit tous les autres, en fait, 9, 5, 4. Et Seb qui en a fait 16. Alors, il faut savoir que Seb, son record, c'est 333 sur une semaine. Sur une semaine, sur la période de Noël. Donc, ça veut dire qu'un vendeur peut faire jusqu'à 333 ventes sur une semaine dans un magasin. Et vous voyez, il y a quand même des gros écarts, hein. Là, sur la semaine en cours, Seb, il est déjà à 16 alors que Noémie, elle est à 4, quoi. Donc 4 fois plus de ventes sur un vendeur ou l'autre. Donc c'est quand même un sujet qui est extrêmement humain, attention. On pense souvent qu'on va mettre des bornes et que potentiellement ça va être en libre service, les gens vont se ruer sur les bornes, ils vont acheter tout seul, etc. C'est faux. On peut faire du libre service, il y a des moyens de réussir à faire du libre service, il faut les connaître. Mais néanmoins, vous pouvez faire tout le libre service que vous voulez. Un barbecue à 3 000 €, vous ne le vendrez pas aussi bien que s'il y a un vendeur avec vous pour vous conseiller. Ça paraît basique, mais aujourd'hui, la recette du Fital, elle n'est pas écrite. Moi, il m'a fallu 15 ans j'ai parcouru le monde entier, à étudier plein de magasins qui faisaient du Figital à toutes les sauces, du bien, du moins bien, etc., pour essayer de découvrir les patterns d'échecs systématiques et les patterns de réussite systématiques. Aujourd'hui, cette recette-là, vous la trouvez vraiment nulle part, quoi. Et en plus de ça, rajouter au-dessus que Figital et Omnicanal, la plupart des gens pensent que c'est la même chose. Et là, vous avez le cocktail d'un truc, c'est pas facile de vous y retrouver, quoi. Surtout si vous êtes patron d'entreprise et que vous voulez passer sur un business qui est rentable, scalable, actionnable, etc., prévisionnel et tout. Je vais repasser en plein écran. Le dernier point, j'ai parlé de pilote dans l'avion, donc il faut évidemment un pilote dans l'avion, dans le magasin, mais si vous en avez 2, 3, 10, 100, même 10, hein, même 3, il faut un pilote des pilotes. Voilà, il faut un patron de tout ça. C'est-à-dire que le pilote dans le magasin, lui, il va s'assurer de manager son équipe de vente comme une équipe de rugby. Mais le patron du patron, lui, il va s'occuper que ça fonctionne partout. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a 300 casques en magasin et que sur le digital, il y en a que 310, il y a pas forcément, il y a un problème. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut aller voir les acheteurs pour qu'ils fassent du référencement et qu'ils aillent référencer 3 000, 5 000, 10 000 casques pour avoir vraiment un positionnement qui reflète correctement le positionnement de l'entreprise, y compris en magasin. Donc il y a peut-être des actions à faire au niveau des implantations en magasin, des types de rayons. Si je mets une action sur les casques, ok, peut-être qu'elle n'a pas marché, il faut peut-être que je fasse quelque chose sur un autre rayon. Voilà, il y a énormément de choses à piloter quand on est pilote d'un avion. Et on ne peut pas parler d'un métier qui soit connu aujourd'hui. Non, c'est un nouveau métier qui a même pas vraiment de nom aujourd'hui. Alors moi, je l'appelle le CPO. Alors ça n'a rien à voir avec Chief Product Owner. Moi, j'appelle ça le Chief Digital Officer. C'est un non-métier aujourd'hui qui n'existe pas vraiment, mais qui émerge chez tous les clients que je connais ou les entreprises que je connais qui réussissent. Il y a un patron, il y a un pilote dans l'avion qui suit les stats,
qui appelle ses équipes, qui suit le projet, qui suit la maintenance, qui gère les galères, etc. Il y a un patron qui fait que, voilà, notre objectif, c'est de faire 10 millions d'euros sur 100 mètres carrés dans tous nos magasins. Voilà, comment on va faire les mecs? On y va. Voilà. Bah, si vous ne l'avez pas prévu dans votre gouvernance, c'est peut-être une question à vous poser dès maintenant, surtout si vous ambitionnez de rejoindre le club des 50 et de bénéficier effectivement des effets de levier colossaux du commerce physique. Donc ça, c'était le chapitre humain. Après, il y a un petit chapitre, j'ai fait matériel, parce que c'est souvent des questions qu'on aborde. Est-ce qu'il faut plutôt que équiper les vendeurs, hein, les tablettes vendeurs, les mobiles vendeurs, etc. Est-ce qu'il faut plutôt équiper le magasin avec des bornes? C'est vrai que ça coûte plus cher, des coûts d'installation, etc. Pourquoi faire l'un? Après tout, si je mets de la tablette, ça coûte moins cher et ça peut tout faire. Du coup, il y en a beaucoup d'ailleurs qui optent pour cette solution tablette, mobile vendeur. Alors, retenez une chose, le mobile vendeur, il est pensé avant tout pour l'expérience du vendeur et pour le confort du vendeur. Il n'est pas du tout adapté pour le confort du client. C'est un petit écran qui est celui du vendeur. On peut faire des ventes avec, je ne dis pas le contraire, ça marche. Mais le mobilier du magasin, il est avant tout pensé à l'inverse pour le confort et l'expérience du client. Il peut être utilisé avec le vendeur, évidemment, mais c'est avant tout utilisé pour le confort du client. Regardez ici, on a une famille, c'est papa, maman, vous avez la sœur ici, le protagoniste, puisque c'est une famille qui vient acheter une chambre d'enfant pour une chambre. Et donc, ici, quand on est à plusieurs à prendre la décision, c'est quand même mieux que d'être sur une tablette ou un petit écran de smartphone, etc. Voilà, retenez simplement ce point-là. Autre conseil, jouer sur ce qu'on appelle le digital proactif. Le digital, ce qu'on vient de voir avant, c'est ce qu'on appelle le digital passif, c'est-à-dire dans la poche des vendeurs, le smartphone, c'est pas lui qui va aller faire la promotion du digital à tous les clients qui passent la porte du magasin. Une borne interactive, elle peut faire un peu de proactif avec l'écran de veille. Parce que c'est un peu le rôle d'une borne quand elle n'est pas utilisée, c'est de faire la promotion de tout ce qu'il y a en plus à aller chercher, etc. Il y a une autre manière de faire qui est ce qu'on appelle le merchandising digital, c'est-à-dire qu'on va exploiter l'espace et l'agencement du magasin. Donc là, on est en 3 dimensions. On n'est pas dans le métaverse, on est dans le realverse, la vraie vie, le vrai monde. Et vous avez regardé ici la NBA dans un magasin de basketball, d'un pur player du basketball qui a ouvert un magasin à Paris. Et la problématique, c'est qu'on a il y a plus de 60 000 rêves dans ce secteur-là et c'est en général 30% du chiffre d'affaires de la boîte. Donc il faut être très bon là-dessus, mais si on est très bon là-dessus, il faut 10 000 mètres carrés, ce qui n'est pas possible dans un magasin de 300 mètres carrés. Donc là, on fait un rayon avec les bestes et puis ici, on a tous les boutons qui pointent vers les logos en fait, des équipes. Et quand je clique sur les Chicago Bulls, j'accède directement à la page des Chicago Bulls. Voilà, ça, c'est une astuce qui va faire la promotion de tout le reste de l'offre, qui la rend visible, ce qu'on appelle de la promotion digitale. C'est l'équivalent que vous fassiez de la pub dans les rues, par exemple. Et ça marche bien. Et juste avant de passer la parole à Sigouard, dernier point qui est l'une des deuxièmes difficultés, on va dire, quand on passe du online au commerce physique, c'est de savoir raconter l'histoire qu'on raconte en ligne. Quand vous êtes pure player, ou DNVB, vous avez souvent des très belles histoires à raconter. Et parfois, vous la racontez même très bien. Et cette histoire, quand vous passez dans le commerce physique, ça peut devenir un petit peu compliqué de raconter cette histoire. Et je peux vous citer énormément de marques qui rencontrent ces difficultés-là. Je vais vous en citer une. C'est une marque de tablettes de chocolat. Alors regardez ici, j'ai pris cette photo-là dans un supermarché. Sachez que c'est avant tout une DNVB. On parle de ces tablettes de chocolat. Alors si vous ne connaissez pas l'enseigne, vous passez à côté, vous ne savez pas ce que c'est. Et la valeur perçue, je peux vous dire, elle ne va pas chercher tripette, quoi. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce cas en particulier. Cette marque-là, ce n'est pas n'importe quelle marque. C'est Grain de Sale. Et Grain de Sale, c'est des gens qui sont extrêmement attachés à la planète, à la durabilité, à la consommation responsable, à l'économie d'énergie, etc. C'est des gens qui sont extrêmement investis et engagés dans cette mission. À tel point, c'est que pour aller récolter les matériaux pour fabriquer leur chocolat, ils ont construit un bateau cargo, alors là c'est la maquette à taille réduite, mais un vrai bateau cargo qui fait le tour du monde pour aller récolter les graines de café, les graines de cacao pour leur matière première, pour faire fonctionner leur entreprise. C'est quand même dingue, enfin, une histoire comme ça. Tous ceux qui fabriquent du chocolat ne peuvent pas se targuer de raconter une aussi belle histoire. C'est une histoire qui est extraordinaire. Et donc, vous voyez ici quelques photos du vrai voilier, ici pris en photo sur la mer. Vous voyez, ça parle quand même. En termes de valeur perçue, là, je peux vous dire que la tablette de chocolat,
c'est plus la même histoire derrière qu'on colle quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière en termes de valeur. Pourtant, ça, c'est important. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des points de vente dans lesquels ils se sont inspirés des techniques de muséographie. Parce que les musées, quand ils ont des pièces exceptionnelles qui valent parfois plusieurs millions d'euros et qui sont obligés d'enfermer sous vitrine, comment ils font pour raconter toute leur histoire? Ils utilisent des audioguides, des télés, des tablettes. Et donc là, c'est ce qu'a fait Grain de Sale. Ils ont utilisé une technique de muséographie avec un écran. Alors ici, il est grand parce que c'est plutôt un flagship store et des petits boutons avec un petit mode d'emploi ici. En fait, quand vous cliquez sur le bouton 1, on vous explique comment le bateau est chargé. Vous explique en 4 le gréement, la production d'énergie, comment ça marche sur le 6, voilà, le design, etc. Et en fait, ce truc-là, c'est vachement utilisé parce que les gens, ils aiment bien les histoires. Et en fait, quand on achète quelque chose, il faut savoir que notre cerveau est majoritairement émotionnel, à 98%. Il faut savoir qu'on pense être rationnel avec des émotions. En fait, c'est tout l'inverse. On est des êtres émotionnels avec un petit peu de rationnel de temps en temps. Et c'est de ça d'ailleurs qu'on va parler avec Siguar, avec Francis Edouard, qui est dans les derniers conseils actionnables que je pourrais vous donner. Si jamais vous envisagez de passer au commerce physique, faut savoir que la marche à monter, elle est peut-être un peu haute. C'est-à-dire, vous dites tout de suite, il faut un pas de porte, il faut investir, il faut recruter des salariés, etc. Alors, il existe des alternatives au commerce physique, comme Market, boutique à l'essai, etc. Et donc, Siguar, dont je voulais vous parler. Parce que Siguar, en fait, c'est une entreprise de boutique de créateurs qui est omnicanal, c'est-à-dire qu'il y a un site web en ligne. Il y a aussi des boutiques physiques. Il y en a 3 aujourd'hui. Je crois que Francis Edouard, tu peux me préciser, tu en ouvres une à peu près tous les 6 mois, c'est ça Alors, on est une petite entreprise. On a ouvert une première à Lille, que vous voyez là, en 2018. Ensuite, une seconde à Lyon en mars 2021. Et on vient juste d'ouvrir Bordeaux ici en juillet. Alors, après vous dire qu'on va ouvrir tous les 6 mois, j'aimerais. Mais pour l'instant, on va essayer d'en ouvrir 2 l'année prochaine. Alors, l'originalité de ton concept, c'est en fait que tu offres la possibilité à tous les créateurs qui ne peuvent pas forcément entrer dans le monde physique, mais qui ont beaucoup de sens à rassembler au sein d'une boutique de créateurs, plutôt premium d'ailleurs, tu décriras le concept. Tu rassembles et tu offres en fait à tous ces créateurs la possibilité d'accès au commerce physique dans un modèle qui en fait au final est une boutique et qui est qu'on voit ici là sur les photos. Si je prends juste le rayon juste à droite, on est sur la bijouterie. On a plusieurs dizaines de créateurs rien qu'ici qui sont exposés. Est-ce que c'est bien ça, Francis Edouard? Voilà, exactement. Alors, notre promesse vis-à-vis du créateur ou de la DNVD, c'est de leur dire, voilà, vous nous confiez votre produit et on s'occupe du reste. Donc, on a vraiment, mon métier, c'est vraiment le retail. J'ai pu travailler plus de 10 ans de la distribution avant d'avoir fondé Siguar. Et donc, l'ambiance commerciale, le fait de faire les vitrines, le fait de former l'équipe de vente, ça, c'est des choses qu'on sait bien faire. Et donc, le créateur nous donne ses produits, nous prête ses produits, parce que la particularité, c'est que ce sont des produits généralement qui n'ont pas fait leur preuve sur le marché, qui sont donc on va pas prendre de risques en les achetant, et donc ils nous les prêtent en dépôt-vente, et également avec un micro-loyer. Et donc pour 140 € pour 3 mois, il a accès à peu près à 1 mètre linéaire dans une boutique premium de centre-ville. Imaginez, pour 40 € par mois, vous pouvez accéder au monde physique et vous déployer dans 3 boutiques. C'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre le risque de vous engager dans un bail précaire ou dans des travaux, dans des compétences que vous n'avez pas. Là, en l'occurrence, Edouard maîtrise parfaitement ses compétences de retail. Vous n'avez pas besoin de vous embarquer dans l'engagement et le recrutement d'une équipe de vente, de les former, de les recruter dans un CDI ou un CDD. C'est quand même génial pour 40 € par mois, avec un fils, bien sûr, sur le chiffre d'affaires. C'est ça, Francis Edouard? Voilà, et donc également une commission sur les ventes qui est inférieure si c'était de l'achat ferme. Donc il y a un équilibre qui se fait. Donc si la marque, en fait, on voit tout de suite si ça ne fonctionne pas. Et donc on a des résultats assez un enseignement qui permet à la marque de réagir. D'ailleurs, en parlant de résultats qui peuvent varier, alors j'ai choisi cette marque-là en tant que création, pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur moi dans ta boutique, parce que en l'occurrence j'ai jeté mon dévolu sur cette créatrice pour offrir un cadeau à ma sœur pour son anniversaire.
Et donc, c'était l'occasion de faire un petit zoom sur cette marque-là, d'avoir un petit témoignage de ta part, un petit zoom sur cette créatrice. Tu disais que ça marche plus ou moins bien pour certaines marques. Ici, qu'est-ce que tu pourrais dire dans ton création si elles étaient parmi nous, qu'est-ce qu'ils diraient? Alors, en tant que création, c'est donc une pas si jeune marque, parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'ils sont sur le marché, qu'ils se sont repositionnés. Et on peut dire que depuis quelques mois, ils se sont repositionnés sur la femme. Ils ont un vrai succès commercial, tout en étant local, en production en petite série. Donc, on va vraiment vers une consommation plus responsable d'un côté, et on a un produit qui change de l'ordinaire et qui est vraiment très différent de ce qu'on peut voir dans le commerce aujourd'hui. Ça c'est un point, je pense, clé du dépôt-vente et du concept. C'est que moi, ce qui m'a fait vraiment créer et fonder Ciboire, c'est que je trouvais qu'on avait les centres-villes qui se ressemblaient, avec les mêmes enseignes et les mêmes produits, une expérience client dans les centres commerciaux qui était très aseptisée. Et donc, c'est là où le fait de pouvoir proposer cette formule à ses créateurs, ça permet vraiment d'élargir considérablement l'offre. Donc là où un multimarque va être habituellement sur de l'achat ferme, donc va faire les salons pour toujours acheter les mêmes produits, donc on se retrouve avec les mêmes produits dans les mêmes boutiques partout en France ou en Europe. Ce dépôt-vente nous permet d'avoir vraiment une oxygénation de l'offre avec des produits qu'on trouve vraiment pas par ailleurs. Mais d'une certaine manière, je réagis sur le point, parce que souvent quand je parle de dépôt-vente aux marques, alors c'est vrai que j'ai utilisé le terme DNVB, tout ça que tout le monde ne maîtrise pas, je vois dans les questions. Alors c'est les marques qui sont nées sur Internet, les digital natives, vertical brands, parce qu'elles gèrent leur commercialisation intégralement. Souvent on parle aussi de D2C, direct to consumer. Et là, en l'occurrence, tu utilises le terme dépôt-vente presque avec des pincettes. C'est vrai que souvent, les marques n'aiment pas trop ça, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire que là, vous accédez au commerce physique pour un petit loyer de 40 € par mois, c'est quand même ridicule. Et vous êtes chez vous, en fait. Vous êtes chez vous. C'est comme si vous étiez chez vous. Si vous étiez chez vous, ça serait vos stocks que vous porteriez, sauf que vous n'avez pas tout le reste à porter. Donc, d'une certaine manière... Là, je me permets de te couper, parce qu'aujourd'hui, pour préciser, pour accéder à une boutique dans un local premium de centre-ville, ça demande, je vous l'expliquais tout à l'heure, un gros investissement, mais ce n'est pas le tout d'avoir la boutique. Après, il faut avoir la collection qui va permettre de l'achalander, et également d'avoir un renouvellement régulier pour l'animer. Donc, ça demande vraiment une grosse puissance en termes d'offres. Et donc, le fait de regrouper ces créateurs au même endroit et d'avoir toujours le bon produit au bon moment, donc le bon créateur à la bonne période et en se renouvelant régulièrement, on arrive à trouver ces équilibres. Génial. Alors, je voulais... ouais. Quelqu'un voulait parler? Non? J'ai cru comprendre. Alors, un dernier petit zoom. Regardez, ici, je vous parlais tout à l'heure de grain de sale. Et c'est d'ailleurs tout un enjeu si vous êtes une marque avec une très belle histoire, un très beau storytelling. C'est comment faire pour la raconter quand vous êtes en magasin. Je voulais juste mettre en avant ici le décalage que vous pouvez avoir de réalité entre une navigation Internet depuis chez vous et un passage en magasin. Regardez ici, j'ai pris l'exemple de ce carré de soie. Je crois que ça s'appelle comme ça en français d'or. C'est un carré de soie. Oui, c'est ça, un carré de soie. Oui, il y a un poisson ici avec une cordelette violette. Je suis allé le rechercher sur le site web, en fait, simplement. Alors, je l'ai fait avec mon mobile, je l'ai refait aussi après. Et donc, regardez, il est là, c'est le foulard en soie, voilà, Big Fish. Et regardez, en fait, cette photo, vous avez vu la différence qu'il peut y avoir entre le foulard sur un cintre pendu et le voir dans ce beau shooting. Alors, il y a quelqu'un, d'ailleurs, tout à l'heure qui demandait, Francis-Édouard, est-ce que c'est vous qui rédigez les fiches produits? Est-ce que c'est vous qui faites les photos? Oui, tout à fait, parce que les photos, les fiches produits, c'est différent. Aujourd'hui, on se positionne vraiment comme un select store. C'est nous qui, donc Ciboire, aujourd'hui, on la positionne comme une marque qui va sélectionner les créateurs émergents et responsables. Donc, on a beaucoup de candidatures, mais on n'accepte pas tout le monde. On veut vraiment avoir une âme qui nous appartient, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, on est responsable de la sélection. Des produits de l'offre qu'on a sélectionné. Donc,
on peut nous faire confiance. Si on achète un produit derrière, c'est qu'on l'a testé, c'est qu'on on en est fier. Et donc, c'est bien nous qui allons faire les fiches produits et donc qui rédigeons chaque fiche produit en fonction de ce qu'on en perçoit. Aujourd'hui, on va utiliser les photos que nous met à disposition le créateur, mais c'est bien les fiches produits qui sont faites maison. Alors, et pour conclure, du coup, ce petit webinaire, en fait, historiquement, quand tu as démarré il y a quelques années, tu avais un logiciel d'encaissement qui marchait d'ailleurs sur iPad, et puis tu avais un site e-commerce, et tu as voulu scaler, et là, il t'a fallu une solution omnicanal. Là, aujourd'hui, tu es passé à cette solution omnicanal. D'ailleurs, on voit une tablette ici qui est une solution d'encaissement en magasin. Elle est reliée à ton site web, c'est ton site web, comment ça se passe? Et au niveau du paiement d'ailleurs aussi, est-ce que tu partages la même solution de paiement en magasin qu'en boutique? Voilà, donc disons que comme toute start-up, on a démarré avec les moyens du bord, avec des outils pas trop chers. À partir du moment où on a voulu ouvrir d'autres boutiques, la question du stock unifié s'est présentée. Et donc aujourd'hui, grâce à Improvise, on a pu mettre en place une solution sur Shopify, où on a d'un côté notre site e-commerce et de l'autre, donc nos 3 points de vente connectés avec ce stock unifié. Donc aujourd'hui, quand on crée une fiche produit ou une référence, elle est visible sur les 3 points de vente physiques et le point de vente digital. Ce qui nous permet notamment de traiter nos commandes web à partir de nos boutiques. On n'a pas d'entrepôt, notre stock il est vraiment présent en boutique. Alors, je suis un petit peu gêné, hein. C'était pas du tout l'objectif de ma question, que tu parles d'improvise, vraiment pas. Non, c'était au contraire, hein, c'était vraiment l'objectif, c'est de vous montrer à quel point c'est intéressant de pouvoir accéder au commerce physique. Et en fait, il y a plusieurs alternatives. Il y a la boutique physique en tant que telle, il y a le wholesale, et il y a ces nouvelles formes de commerce émergentes qui sont à connaître. Alors, j'en ai cité 3, il y en a d'autres à connaître. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce webinaire. Je finis sur les 2 petites sourires, sur le sourire des vendeuses. Et puis, si vous avez des questions et des réponses, c'est le moment. N'hésitez pas. Je vous raffiche là le rôti pour ceux qui ont tout de suite très faim et qui veulent partir manger. N'hésitez pas pour remercier l'organisation, Francis Edouard et Mathieu. Ils seront super contents d'avoir des petits retours sur ce petit lien. Et puis, c'est le moment. Voilà. Si vous avez des questions, Mathieu, toi, tu en as peut-être noté quelques-unes pendant le webinaire. Moi, j'avoue que j'ai pas pu regarder en même temps. Est-ce que vous pouvez remettre vos questions là, si vous en avez? On a évoqué la question de la fiche produit, on nous a parlé de projection mapping. Donc, projection mapping, c'est vraiment la projection sur des murs en boutique. Là, c'était en l'occurrence pendant que tu parlais des écrans en boutique. Voilà, projection mapping, souvent c'est un petit peu artistique, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver derrière des concerts ou derrière sur des murs animés avec des images génératives. Alors, est-ce que ça, c'est utilisable en boutique? Peut-être que c'est quelque chose que tu as étudié, que tu as exploré? Alors, tout ce qui est génération d'images, alors c'est projection d'images, vidéo mapping, c'est ça? Plutôt projection d'images sur un mur, en fait. Ouais, Éventuellement alors interactif, parce qu'il y a parfois la possibilité de faire réagir aussi, la détection des mouvements d'image en face. ouais, tout à fait. Alors, ça rentre dans la catégorie Figital, notamment de génération d'émotions sur un produit qui sera en défaut d'émotion et qui aura une marge qui le permet, hein. Allez pas faire ça sur des chaussettes à 3 euros, évidemment. Mais quand on veut raconter une histoire qui est puissante sur un produit, il y a plusieurs manières d'actionner le cerveau pour ça. L'auditif, le visuel, ça peut être au travers d'un écran, au travers de projections. Il faut choisir le bon outil. Il faut vraiment se méfier de ce qu'on appelle le fashion Figital, le Figital un peu wow effect Las Vegas. Faut vraiment s'en méfier énormément parce que ça coûte une fortune. Il y a beaucoup de boîtes qui ont brûlé beaucoup de cash dans du digital qui est très waouh et qui a pas servi les objectifs attendus. Mais oui, j'ai déjà vu pas mal de projets là-dedans et moi, j'invite à me poser la question par mail parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde.
Ah, les QR codes après des produits, l'achat Sur des des produits, exemples connus, ouais. oui. Alors, je prends la question parce qu'elle est ultra intéressante. Alors, sachez que Celle-là, en je, l'occurrence, c'est sur des kayaks. Effectivement, on peut pas mettre une centaine de kayaks dans un magasin, c'est très compliqué. impossible, ouais. Ah, ben par contre, j'ai des super photos d'exemples de kayak chez Globetrotter, etc. Alors, QR code, il faut savoir que j'ai étudié le sujet pendant 8 ans. Je suis en train de rédiger une étude que d'ailleurs je devais publier en septembre et je suis à la bourre. S'il y en a parmi vous qui savent et qui m'ont suivi sur LinkedIn que j'allais publier une étude, sachez qu'elle arrive. Mais j'ai étudié le sujet pendant 8 ans et j'en ai percé un certain nombre de mystères sur notamment comment faire des QR codes qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Il faut savoir que c'est pas du tout un outil qui fera de miracle. Euh, mais là encore, il m'a fallu presque un article de 20 ou 30 pages pour expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour booster un QR code, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour que ça marche. Parce que il y a des QR codes qui fonctionnent, hein, comme ceux qui sont sur les tables des restaurants, ceux-là fonctionnent. Et il y en a aussi beaucoup qui ont été des énormes déceptions, hein. Là, on peut en citer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à faire un petit mail ou indiquer dans les commentaires que ça vous intéresse de parler de ces QR codes ou si vous avez un sujet QR code, il faudrait rentrer un peu dans le détail là pour vous expliquer. Notamment, je suis un passionné de neurosciences, de comportementalisme. Il faut rentrer dans un peu d'explication là-dedans pour que vous compreniez le cheminement et le raisonnement. Et d'ailleurs, on nous pose des questions sur la partie eye tracking par caméra, en fait, pour suivre le regard de l'utilisateur, du visiteur du magasin. Parce que là, en l'occurrence, on est vraiment sur du magasin physique. Ouais. La question vient du coup Pascal. à point nommé sur la partie comportementale. Vraiment, je sais Ouais. qu'on a dépassé niveau timing, mais est-ce que Ah peut-être oui, tu je peux sais, nous en mais il y a donner encore un des mot? gens connectés. Alors moi, tant qu'on n'arrête pas, on n'arrête pas. Est-ce que tu peux nous faire quelques mots là-dessus Alors peut-être on peut peut-être libérer Francis Edouard. Peut-être que toi, tu as des impératifs ou des contraintes. Si tu veux rester avec nous, bien sûr, tu es le bienvenu. Mais voilà, moi, je propose de rester encore un petit peu pour répondre aux questions. Si Merci à jamais, Merci à voilà, toi, Francis. c'est nous qui te remercions. Merci Francis Edouard et encore bravo pour ton concept qui est génial. Je vous invite à aller le visiter, hein. Je rappelle Lille, Bordeaux et Lyon. Donc sur la partie ice tracking, en fait, de manière globale, tous les outils d'analyse de statistiques d'un site web, vous oubliez complètement en magasin. Il faut effectivement passer par des techniques d'analyse qui vont être de l'optique, des capteurs et pourquoi pas de l'ice tracking, effectivement. Donc ça va dépendre de ce qu'on veut traquer. Mais oui, bien sûr, j'ai même lancé un centre de recherche sur le commerce alternatif et digital qui fait des tests sur ce genre qui exploitent ce genre de capteurs-là pour faire des analyses et des recherches. Il y a beaucoup d'enseignes qui font du digital, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans ces outils d'analyse de mesure et les data analystes qui savent les analyser et en tirer des conclusions. D'ailleurs, pour ça que je travaille aussi avec des laboratoires de recherche pour faire de la recherche sur ces sujets-là. Et donc, on utilise ce genre de technologie-là pour avoir de la donnée fiable pour analyser des comportements, est-ce que ça marche, etc. Et on a fait des découvertes, mais hyper intéressantes grâce à ça. Mais encore une fois, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui en 45 minutes. D'ailleurs, on a un petit peu dérapé, mais c'était impossible de tout mettre. Et c'était une question de Pascal qui a posé plusieurs questions, on le remercie. Et peut-être qu'il peut te contacter pour en discuter plus en détail. Moi, pareil, je vais devoir vous quitter. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Je vous remercie pour votre participation aujourd'hui, et surtout toi, Maxence, pour cette présentation qui était très intéressante de tous ces cas de business. Eh ben, merci à vous et bon appétit. Allez, ciao, ciao, salut, Ciao. et encore bravo à nos amis Motoblues et Siguar et Payplug. Des applaudissements.